Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce qui s'est passé le 23 mai 2022, qui est qualifié comme un incident grave par le BEA et qui a vu 178 personnes se retrouver dans un Airbus A320 à 2 mètres des champs, à 1,5 km de la piste de Charles de Gaulle. Heureusement, l'équipage a remis des gaz, il n'y avait pas d'arbres, sinon, comme vous pouvez le voir, ça ne serait pas passé. Nous allons voir ce qui s'est passé sans oublier ce qu'est la culture juste. Alors pour bien comprendre les événements qui vont suivre, pour bien comprendre le compte-rendu d'enquête, il est indispensable dans un premier temps de faire un petit arrêt technique sur certains points. Alors les points que nous allons évoquer dans un premier temps, ce sont les types de procédures pour se poser sur un terrain. D'habitude à Charles de Gaulle, on se pose en utilisant un ILS, Instrument Landing System, qui est très précis, qui vous permet de voir même dans la nuit, de voir même dans les nuages, de suivre des aiguilles qui vont vous guider jusqu'au posé de l'avion avec des minima météo qui vous permettent de voler même dans le brouillard. Ce jour-là, sur la piste 27 droite de Charles de Gaulle, eh bien, ce système n'était pas disponible. Les conditions météorologiques n'étaient pas du tout catastrophiques. Il y avait des averses de grains, il y avait des réductions de visibilité sous précipitation, mais ça ne donnait pas le sentiment d'être dangereux. Il a donc été décidé de favoriser des approches dites GNSS. Les approches GNSS, c'est Global Navigation Satellite System. C'est en fait le GPS, le système américain, le GLONASS, le système russe, le Baidu, le système chinois, pas trop utilisé chez nous, ou le Galileo, le système européen. Et grâce à ces constellations de satellites, l'avion peut se positionner en 2D ou en 3D et se poser. Je fais bien une différence entre 2D et 3D, car avec ces approches satellitaires, avec ces approches, maintenant que l'on parle de RNP, Required Navigation Performance, eh bien vous avez deux grandes catégories. Une catégorie qui vous permet, comme avec un ILS, d'avoir un guidage latéral et un guidage vertical. Un guidage dans la 2 dimensions et un guidage également en altitude. C'est ce que l'on appelle, et ce qu'on va retrouver dans le rapport préliminaire du bureau enquête d'analyse, des approches LNAV, VNAV, mais qui sont LPV. Localizer Performance with Vertical Guidance. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, le système GPS, le système GNSS pour être précis, est tellement efficace qu'il va vous donner toutes des informations comme si vous faisiez un ILS. C'est d'ailleurs un type d'approche qui est amené à remplacer les ILS sur beaucoup de terrains dans le monde. Le gros avantage, c'est quoi? Plus de maintenance, plus de soucis de disponibilité et surtout si le système au sol est cassé, eh bien ça fonctionne quand même parce qu'il y a toujours une multitude de satellites de constellations en l'air, donc c'est très efficace. Maintenant, ce jour-là, eh bien ce n'est pas ce type d'approche qui a été utilisé pour des questions de réglementation, c'est un type d'approche moins précis, une approche dite de non-précision où vous avez le guidage en 2D, donc latéral grâce aux constellations satellites, mais pour ce qui est du guidage vertical, c'est un petit peu à l'ancienne et l'équipage doit utiliser son altimètre, ses altimètres pour être précis, à l'intérieur des avions. Comment est-ce qu'on règle un altimètre? Tout simplement en fonction de la pression. Comme vous le savez, en fonction de la météo, la pression atmosphérique varie. En temps normal, vous avez 1013,25 hectopascales. Quand il y a un anticyclone, quand généralement l'air ne bouge pas trop, qu'il fait assez beau, que ça stagne, vous avez des fortes pressions, 1025, 1030 hectopascales. Quand vous avez une dépression, donc de la mauvaise météo qui arrive généralement en France de l'Ouest, vous avez une chute de ces pressions, vous pouvez avoir du 990, 980 hectopascales. Dans un cyclone, ces pressions peuvent descendre très bas. Quand il y a une dépression, il y a une chute des pressions, et si vous n'avez pas bien réglé votre altimètre, vous allez avoir tendance à vous croire plus haut que ce que vous êtes, et donc plus proche du sol, ce qui est dangereux. Bref, ce sur quoi je voulais insister, c'est que sur une approche LNAV, VNAV, le pilote est aidé pour sa gestion de trajectoire 2D par un système satellitaire. Il est d'ailleurs surveillé en termes de précision par des systèmes embarqués, d'où le Required Navigation Performance. L'avion sait vous détecter s'il a un écart de trajectoire. Par contre, pour ce qui est de la trajectoire verticale, c'est grâce à l'affichage de la bonne pression au niveau des altimètres
du copilote et du commandant de bord que vous pouvez gérer votre plan de descente. Il faut donc afficher le bon. Maintenant que nous avons parlé de ça, c'est pas toujours le plus simple. Ce que je vous propose, c'est que nous regardions un petit peu le rapport préliminaire, qui est un incident grave. Déroulement du vol. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, un avion de Norwegian Air Sweden. Donc Norwegian Air Sweden, c'est qui? C'est une filiale de Norwegian que vous avez peut-être pris sur des vols en 787. À une époque, avant la Covid, ils faisaient du vol long courrier low cost. C'est une compagnie qui existe depuis pas mal d'années, hein, Norwegian, mais Norwegian Air Sweden, c'est plus neuf. Normalement, ils ont du 737 MAX, mais ce jour-là, ils avaient affrété un avion de Arab Airlines qui avait son propre avion, qui avait son propre équipage et ses propres assurances. Il y avait 6 personnels navigants à bord, 2 PNT, les équipages techniques, les pilotes, et le reste des PNC, hôtesses et stewards, et 172 passagers, donc un total de 178 âmes à bord, comme on dit dans l'aérien. Après un décollage à 9h30 de Stockholm-Arlanda en Suède, donc c'est le terrain principal de Suède, c'est à 42 km au nord de Stockholm, il y a 3 pistes, et le but de la mission, c'était de rejoindre Charles de Gaulle, qui est situé à 23 km au nord-est de Paris, qui a été créé en 1974. Vous avez 4 pistes sur la plateforme de Charles de Gaulle. À chaque fois, ce qu'on appelle des doublés. Vous avez une piste courte de 2700 mètres sur 60, qui sert généralement aux atterrissages, et une piste longue, 4200 mètres sur 45, qui est plutôt utilisée pour les décollages. Là, l'approche devait se passer sur la piste 27 droite, donc sur la piste la plus au nord, et sur toute la phase finale d'approche, vous avez des champs, heureusement j'ai envie de dire. Les informations météo, elles sont communiquées à l'équipage en amont par des métards, elles peuvent être envoyées en vol à l'équipage par une sorte de système de fax. S'ils ont également du Wi-Fi à bord, ils peuvent le récupérer en temps réel avec le Wi-Fi. Et sinon, vous utilisez une fréquence qu'on appelle Lattice, Lattice qui vous donne toutes les informations pour les équipages et qui est régulièrement changée toutes les heures, de manière générale, ou dès qu'il se passe quelque chose de significatif. Et on lui donne une petite lettre A pour le premier Lattice de la journée et ça avance dans la journée. Donc là, c'est Lattice Québec, le Q, qui est en service et qui informe les équipages eh bien, que le niveau de transition, donc le changement de calage altimétrique vers le standard 1013 qui est utilisé en haute altitude pour standardiser tout le monde avec des variations de pression sur des grandes distances, et la basse altitude où on doit passer au QNH, un réglage de l'altipression qui nous permet eh bien, d'être parfaitement aligné à la pression locale, qui nous donne le 0 au niveau de la mer. Eh bien, c'est au niveau 70. Vous avez un vent du 280 pour 10 nœuds, donc ils ont un vent très légèrement de la droite, donc une très légère dérive droite, une visibilité qui est de 10 km, quelques nuages à 1500 pieds, peu de cumulonimbus qui sont les nuages d'orage, donc peu veut dire qu'il y en a quand même, et que leur base est à 5000 pieds, 1500 mètres d'altitude. Il fait 19 degrés, le point de rosée est à 14, donc pas de risque de brouillard, et le QNH est à 1001. C'est-à-dire que si vous affichez 1001 sur votre altimètre, il va vous donner l'altitude de l'aéroport quand vous avez votre avion au sol. Ça veut dire que vous ne verrez pas 0 sur votre altimètre une fois posé. Ça veut dire que vous verrez l'altitude que l'on a à Charles de Gaulle, à savoir 392 pieds quand vous êtes au seuil de piste 27. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Les pilotes ne se posent pas avec leur altimètre à 0, mais au QNH, donc au niveau des mers. Donc là, ils s'attendent à devoir poser l'avion à 392 pieds. Avec la formation Québec, eh bien, l'équipage contacte le contrôle d'approche, la contrôleuse, et à 11h32 et 24 secondes, ils sont autorisés par le contrôle à descendre. Donc, Red Nose, c'est leur indicatif radio, parce que Norwegian a ce fameux nez rouge. Red Nose 433, on leur dit descend 6000 feet, 1011. Donc, on leur ordonne de descendre et de changer le calage vers du standard qui est utilisé en haute altitude à du QNH. Donc avec ça, il faut associer ces réglementaires, le QNH affiché. Donc ils doivent, au niveau des systèmes de l'avion, quitter le 1013, le standard, et passer 1011, alors que l'information Québec était 1001. Donc c'est pas la même chose, et ça, c'est quelque chose qui doit attirer l'œil de l'équipage normalement, parce qu'ils ont dû noter en amont le QNH. C'est quelque chose de très important. Néanmoins, c'est le commandant de bord qui pilote, 50% des vols, le commandant de bord pilote, 50% des vols, le copilote
pilote. Là, c'est le commandant de bord qui a les commandes. C'est donc le copilote qui fait PM, qui fait Pilot Monitoring, qui surveille que tout va bien, qui gère également la radio et appuie sur les boutons. Il fait le message radio standard de collationnement. 6000 feet, 1011. Là, il met un petit temps. 1, hop, 0, 1, 1. Il répète bien pour qu'il n'y ait aucun doute. Ça continue comme ça. Et ensuite, eh bien, la contrôleuse, 2 minutes après, elle va les autoriser à faire l'approche piste 27 droite. Et donc, elle va leur dire Raynos 4311, descend 5000 feet, descendez à 5000 pieds, et cleared, cleared full RNP 27 right. Donc, ils sont autorisés à faire toute l'approche 27 droite. À noter à ce moment-là, c'est un tout petit peu des détails, mais il y a différents types de RNP 27, comme je vous disais, avec guidage vertical ou sans guidage vertical. Les deux peuvent être utilisés à Charles de Gaulle. Ma compréhension de l'événement est que la contrôleuse ne sait pas s'ils font un guidage vertical ou une sans guidage vertical à ce moment-là. Le copilote collationne, il redonne le QNH. Vraiment comme ça, pour lui, il n'y a pas de doute. À chaque fois, il reçoit de l'information, il renvoie l'information, c'est du collationnement. On s'assure qu'on partage les mêmes informations. Ça sert à éviter la transmission de mauvaises informations. Et là, dans ce cas-là, vous allez voir, ça n'a pas été bien fait. Une minute après, à peu près, vous avez un avion EasyJet qui arrive sur la fréquence. Et lui, il est autorisé à descendre 5000 pieds également. Et là, on lui autorise encore la descente. La contrôleuse lui dit de descendre au QNH 1011 et il est autorisé pour la procédure. Et là, le pilote d'EasyJet, lui, il collationne, il répond avec le QNH 1001. Donc le QNH, le bon, celui de l'information Québec. Et ce n'est pas relevé par la contrôleuse et le pilote n'insiste pas dessus. 30 secondes après, vous avez un équipage Air France qui arrive sur la fréquence. Et là, la contrôleuse autorise à descendre à 5000 pieds au QNH 1001. Mais attention, c'est français, nous sommes en France. Il y a autorisation d'utiliser la langue française à la radio. Et généralement, Air France et les équipages français parlent en français à la radio autour du terrain. Ce qui gêne la conscience de la situation des équipages non francophones. Notre avion poursuit son approche et là, à ce moment-là, il change de contrôleur aérien. Il passe avec la tour nord, ce qu'on appelle à Charles de Gaulle le lock nord. À ce moment-là, notre Airbus A320, il avance, tout va bien, les checklists ont été faites. Il y a un mauvais affichage de calage altimétrique. Ça devrait être 1001, c'est 1011 affiché. Ça nous fait donc les fameux 280 pieds d'écart. L'équipage pense être 280 pieds au-dessus de son altitude par rapport à la mer, mais de sa hauteur également par rapport au sol réel. Alors, ils ont néanmoins des radiosondes. Il y a 2 radars altiméteurs, 2 radiosondes sur Airbus, une pour la place gauche, le commandant de bord, une pour le copilote. Elles s'allument en dessous de 2500 pieds et elles vous donnent en permanence la distance, la hauteur qu'il y a entre vos roues et le sol. Il y a normalement des alarmes qui sont associées pour permettre un parfait arrondi. Elles ne fonctionneront pas aujourd'hui, l'enquête est en cours. Notre équipage commence donc son approche. À partir de là, eh bien, dans le cockpit, ça ressemble un petit peu à un ILS. Vous avez l'indicateur qui vous dit que vous êtes trop à gauche, à droite, la 2D qui est gérée par les satellites. Et pour ce qui est de l'indicateur vertical, c'est des systèmes qui vous donnent l'impression que vous suivez une information réelle, mais en fait, c'est calculé par ordinateur et la précision n'est pas du tout la même. L'équipage en a conscience et du coup, tous les nautiques, ils vérifient leur altitude et la distance du terrain pour s'assurer qu'ils sont sur le bon plan de descente. Malheureusement, leur information d'altitude est erronée de 280 pieds, comme nous l'avons dit. Donc leur pente est correcte, mais leur position verticale est en permanence 280 pieds trop bas. À 11h40 et 49 secondes, ils passent 1392 pieds au QNH affiché dans l'avion. Ils sont en réalité à 1123 pieds. Et là, l'avion est stabilisé, il est à 139 nœuds. Ils ont un taux de chute, un taux vario de 738 pieds par minute, donc c'est quand même assez élevé, ça descend assez fort, c'est tout à fait normal et ils sont en train de descendre. Ils poursuivent leur approche et là, eh bien, il y a un système justement qui sert à éviter des accidents qui existe à Charles de Gaulle, qui s'appelle le MSO, Minimum Safe Altitude Warning, et là, il se déclenche pour le contrôleur aérien. Comment ça fonctionne? Si dans les 64 nautiques autour de Charles de Gaulle, vous avez un avion qui se retrouve avec une trajectoire qui dit que, en gros, dans les 34 prochaines secondes, il risque de se rapprocher à moins de 100 mètres du sol, ça déclenche une alarme au niveau du contrôle aérien. Et là, la procédure est très claire.
le contrôleur doit aviser immédiatement l'équipage, doit lui dire de vérifier son niveau de vol ou son altitude, et également doit lui redonner le QNH. Donc vous voyez, tout ça, ça a été réfléchi en amont, il y a des procédures, parce que l'on sait que c'est sûrement un problème de QNH. Donc la procédure existe. L'alarme se déclenche à 11h41 et 32 secondes, et là, le contrôle aérien, il met un petit peu de temps, il met quand même 9 secondes à lui parler, et il dit « Rhinos 4311, je viens d'avoir un Ground Proximity Alert », alors il dit en anglais, hein, « Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous voyez la piste ?» Il fait une annonce non standard et apparemment un peu lente également. Il aurait dû lui dire de surveiller son altitude, il aurait dû lui redonner le QNH. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu dans les années 70 un avion de ligne qui a fini dans les marécages des Everglades du côté de Miami par pilotage de l'équipage parce qu'ils avaient perdu de vue l'altitude, le pilote automatique avait sauté, le contrôle aérien l'avait vu, leur avait demandé si tout allait bien à bord, ça n'avait pas fait tilt au niveau du cerveau de l'équipage, qui n'avait pas pensé à vérifier son altitude, et il s'était écrasé. C'est notamment suite à ça qu'on a réfléchi à la phraséologie, et ce point d'aviser immédiatement l'équipage, de leur dire de vérifier leur altitude et de leur dire redonner le QNH, c'est fait pour attirer l'attention, détunneliser mentalement un équipage qui ne verrait pas arriver un danger. Donc là, avec cette annonce comme ça, vous n'aidez pas un équipage à se rendre compte qu'il y a un souci d'altitude. Néanmoins, je vais tempérer. Il dit bien « Adjusta the Ground Proximity Alert ». Donc c'est censé quand même vous aider à détunneliser. Je relativise, mais voilà, annonce non standard. Il manque le QNH, quel facteur ce jour-là. Dans le témoignage de l'équipage, il ne se rappelle pas avoir entendu cette communication radio. Pendant ce temps-là, il y a une deuxième alarme au niveau du contrôle aérien qui retentit. C'est le moment où le commandant de bord, eh bien, il se retrouve à 52 pieds sol, à 735 pieds QNH pour lui, et là, il décide de faire donc, la remise des gaz. Eux, ils sont dans le rapproche, ils ne voient pas de lumière, ils décident de faire la remise des gaz, et ils sont beaucoup trop près par rapport à la piste. Donc, le moment où vous décidez de faire la remise des gaz, et le moment où vous avez une trajectoire qui monte, donc c'est assiette, ensuite c'est la puissance, il y a forcément un enfoncement, et c'est cet enfoncement qui va conduire l'Airbus A320 à se retrouver à 2 mètres du sol. Donc s'il y avait un arbre, s'il y avait un bâtiment, ça aurait tapé, c'est sûr. Il n'y a aucune alarme de proximité du sol qui retentit dans le cockpit de l'Airbus, et ça va faire l'objet justement d'enquête. Pourquoi? À l'heure actuelle, on ne sait pas. Le commandant de bord fait la bonne décision, il remet les gaz, ça passe très près. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne voyaient rien au vu de la météo qui a été annoncée? Bien parce qu'il y avait un grain sur l'est du terrain et ils étaient avec les essuie-glaces à fond. La météo n'était pas bonne, ils avaient très peu de visibilité. À noter que malgré cette baisse de visibilité, le contrôle aérien n'avait pas allumé toutes les super lumières en finale, toute la rampe d'approche, parce que eux, ils n'étaient pas trop gênés, parce que voilà, la surface de Charles de Gaulle, c'est très grand, ils ne se disaient pas qu'un avion pouvait être gêné à ce moment-là. Donc l'avion remet les gaz, ne voit pas le terrain. Là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons eu un contrôleur qui se retrouve avec 2 alarmes de proximité sol, avec la remise des gaz. Il va être relevé. Donc, à ce moment-là, le contrôleur est remplacé par quelqu'un d'autre. L'assistant le remplace et accessoirement, l'assistant fait remarquer également que ça serait peut-être une bonne chose d'allumer la rampe. Si on regarde la trajectoire, eh bien là, on voit bien que le profil de descente à 3 degrés est bien respecté. Vous avez l'équipage qui, avec son calage altimétrique, se pense au bon endroit. Dans la réalité, ils sont beaucoup plus bas. Ils se retrouvent donc à passer au moment de la remise des gaz, au moment de l'altitude de décision, à devoir regarder dehors, essayer de voir une lumière. Il faut pouvoir voir une lumière pour pouvoir poursuivre l'approche. J'ai envie de dire, heureusement peut-être que la rampe d'approche n'était pas allumée. Et là, ou alors il aurait pu le voir la fois dans l'avion pour savoir, c'est compliqué. Et là, du coup, eh bien, la remise des gaz est initiée et ça passe très bas. Nous avons donc la remise des gaz qui est effectuée à 11h41-50 et ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce que remise des gaz, donc à 51 secondes, ils sont à 6 pieds sol, ils sont à 2 mètres sol, ils n'ont pas forcément conscience, je pense. Ça remet les gaz, ça commence à remonter. 10 secondes après, ils annoncent leur remise des gaz et là, ils reçoivent des consignes de remise des gaz qui ne sont pas conformes à la fiche. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas conforme à la fiche? Parce que normalement, il faut continuer dans l'axe. Mais dans des soucis d'efficacité, généralement, le contrôleur vous donne une nouvelle clearance dans la foulée. Et là, on leur dit « Roger Red Nose 431, tournez à droite au cap 360, montez à 5000 pieds, 1001 ».
Mais mettez-vous à la place de l'équipage. Ils viennent de faire une remise des gaz, voilà, il y a quelque chose qui leur paraît bizarre, c'est sûrement pas trop la fête dans le cockpit. Là, ils remettent les gaz, ils n'ont pas eu le temps de souffler, ça fait que quelques secondes, ça accélère encore, il y a encore plein de choses à gérer. Le train est probablement, même c'est sûr, n'est pas encore rentré complètement et tout. Et là, on leur envoie toutes ces infos. On leur dit, allez-y, tournez à droite au Cap Nord, montez 5000 pieds, 1001. Ils collationnent 360 and climb 5000 on 1011 Red-Nose 4311. Forcément, ils sont à voir sur ce coup-là et le contrôleur ne l'entend pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes face à une charge de travail comme ça, eh bien c'est difficile de communiquer. C'est la base du Aviate, Navigate, Communicate. Dès que votre charge de travail augmente, la première chose qui est impactée, c'est votre capacité à communiquer. N'aidant pas, vous avez l'indicatif de ce vol. Red-Nose 4311, il y a le 11. Votre cerveau, il se rajoute du 11 partout. Je pense que c'est sûrement contributif. Maintenant, toute l'importance, tout l'intérêt du collationnement. Vous êtes contrôleur aérien, vous envoyez de l'info. Cap Nord, 5000 pieds, 1001. Vous devez recevoir cette information en retour. 360, 5000 feet et 1001, pas 1011. Donc c'est pour ça également qu'en tant qu'équipage, on fait cette discipline de renvoi d'informations. On attend de l'autre qui nous cross-check, on attend de l'autre qui s'assure que ça va bien de l'autre côté. Donc là, encore une fois, autre contrôleur, même problème de collationnement. On a l'impression que ça n'écoute pas derrière, que ça fait les procédures, ça répète, mais ils n'ont pas le sens de pourquoi c'est fait. Toutes les procédures dans l'aviation ont été écrites dans le sang. Si on fait ce collationnement, si on se renvoie les QNH comme ça, si on force les équipages à répondre, si on embête les contrôleurs à leur demander de collationner et d'écouter en permanence, c'est parce que des vies ont été perdues. Et si on applique notre science sans conscience, alors on m'avait pris ça en philo au lycée, c'est que ruine de l'âme, mais là c'est mort d'homme en fait. Donc nous sommes maintenant en remise des gaz, notre avion refait un tour. Or, il est toujours au mauvais calage. Il va se représenter au mauvais calage. Il va refaire la même erreur une deuxième fois. Personne ne va le détecter. Il va se retrouver bas sur le plan. Et c'est que grâce à l'évolution des conditions météo, que le pilote et l'allumage de la rampe par le contrôle aérien ce coup-ci, que le pilote va réussir à reprendre la vision à vue et va pouvoir corriger sa trajectoire et poser l'avion en toute sécurité. Vous pouvez bien le voir sur cette trajectoire, ils recommencent, ils sont bas. Heureusement, acquisition des références visuelles et ça passe. Donc ouais, je pense quand même que le fait d'avoir allumé la rampe d'approche, c'était bien. Alors ça fait beaucoup de choses, j'ai pris pas mal de temps pour vous expliquer tout ça, on reviendra dans quelques mois ou années sur le compte rendu final, mais parce que c'était important voilà, de bien tout comprendre. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez dans un cas où on fait une approche, un type d'approche qui est dépendant sur la constellation satellitaire et sur un bon affichage barométrique. Dans les procédures aéronautiques à l'heure actuelle, la radiosonde, elle doit vous servir pour le flair, elle doit vous servir pour des alarmes dans certains cas. Ça n'a pas été le cas ce jour-là. Nous ne savons pas en état actuel de l'enquête pourquoi. Donc si votre radiosonde ne fonctionne pas, si vous ne cross-checkez pas, vous ne vérifiez pas votre radiosonde et ils n'ont pas vraiment à le faire dans ce type d'approche en tant que pilote, on va dire civil. Moi je viens de la formation marine. Dans la marine, on vole au-dessus de la mer. Quand on approche sur le bateau, on a l'habitude de toujours vérifier. Du fait de cette accoutumance maritime, on vérifie tout avec la radiosonde. C'est une habitude que personnellement j'avais gardée également à terre, mais c'est pas prévu dans l'aviation civile parce que normalement il n'y a pas besoin. Peut-être que ça va faire évoluer les process, parce que là, si on les avait contre-vérifiés avec la radiosonde, ça aurait pu aider un peu. Attention néanmoins, la radiosonde, ça vous donne votre hauteur à l'instant T. Quand il y a du relief, et il y a souvent du relief en phase d'approche, il ne faut pas vérifier n'importe comment. On verra si nos procédures évoluent avec le temps. Là, le point très important, c'est, point vital, c'est cette mauvaise communication, ce mauvais collationnement. Vous m'envoyez une information qui n'est pas bonne, en tant qu'équipage, j'aurais dû faire attention, information Québec, c'est 1011. Il y a peut-être également ce point de phraséologie en français dans un espace aérien où tout le monde ne parle pas français, ça échange d'informations en français, ils ont peut-être loupé. Et ensuite, un accident, c'est quoi? Un événement grave, c'est quoi? C'est un alignement de plaques de gruyère, comme l'expliquait Reason. On en parlera à l'occasion, mais c'est une multitude de choses. Et là, ce jour-là, c'est l'inverse. C'est le non-collationnement, enfin le mauvais collationnement d'une contrôleuse, mauvais collationnement, mauvaise information avec le contrôleur d'après.
Et le point vraiment sur lequel je veux insister, c'est pas parce que vous venez d'échapper à un accident, ils ont fini à 2 mètres sol, que vous n'allez pas vous tuer dans la foulée derrière. Ils allaient refaire la même chose. Et donc là, c'est important de souffler en vente arrière, poser les crayons, débriefer, essayer de comprendre qu'est-ce qui vient de se passer, pourquoi est-ce qu'on a remis les gaz, il nous manquait la rampe d'approche, est-ce qu'il y a un autre type d'approche qu'on peut faire, qu'est-ce qui aurait pu se passer. Et donc ça nécessite un bon débriefing, une bonne conscience de la situation. Et ça se travaille, mais c'est pour ça également qu'il y a 2 pilotes dans l'équipage, un qui pilote, charge de travail élevé, un qui monitore et qui a plus de recul et qui normalement doit pouvoir aider justement à mieux détecter ces choses-là. En tant que pilot monitoring, voilà, si vous êtes pilote, eh ben, ça peut être intéressant. Le prochain coup que vous faites une approche RNP, le prochain coup que vous êtes dans une situation comme ça, jetez un petit coup d'œil à vos altitudes de passage. Oui, à votre calage, mais pourquoi pas également à ce que vous dit votre radiosonde, parce que dans un terrain, voilà, on voit les derniers nautiques, hein, les 3 derniers nautiques à Charles de Gaulle, c'est pas énorme. On va dire à partir de 2 nautiques 5 du terrain, vous êtes quasiment à la bonne hauteur normalement. Voilà, pas mal de choses à dire, je vais arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Je vous souhaite d'excellentes vacances si vous êtes en vacances. Le collationnement, n'oubliez pas pourquoi c'est fait. De manière générale, s'il y a des procédures, il y a une raison derrière, faites-les avec professionnalisme. Je ne juge pas, c'est pas un métier facile. En aviation, on fait plus facilement une bêtise qu'un miracle, mais toutes ces procédures existent pour une raison. Posez-vous cette question, pourquoi cette procédure existe? Et ça vous fera réviser l'accident de Miami, ça vous fera réviser une multitude d'événements qui ont marqué l'histoire de l'aérien et que l'on a tendance malheureusement parfois à oublier. Déviation par rapport aux standards, ça peut arriver, c'est de notre responsabilité individuelle de nous auto-briefer, de redonner du sens à ce qu'on fait au quotidien pour être parfaitement aligné. Et je n'insisterai jamais trop dessus, dans l'aviation, dans l'aéronautique, c'est la sécurité. Allez, fly safe!